Paris, 15 mars 2000, 26 à 18h30 précises dans les murs feutrés de Matignon. Sébastien Lecornu traçait sa signature au bas d'un document destiné à secouer en profondeur la scène politique française. Son renoncement au poste de Premier ministre et à peine l'encre. Avait-elle séché que moins d'une heure plus tard, la nouvelle se propageait telle une onde sismique? Paris, 15 mars 2000, 26 à 18h30 précises dans les murs feutrés de Matignon. Sébastien Lecornu traçait sa signature au bas d'un document destiné à secouer en profondeur la scène politique française. Son renoncement au poste de Premier ministre et à peine l'encre. Avait-elle séché que moins d'une heure plus tard, la nouvelle se propageait telle une onde sismique ébranlant tout l'équilibre institutionnel, tandis qu'à Hénin-Beaumont, Marine Le Pen laissait apparaître un sourire déjà empreint de satisfaction, savourant cet instant comme une victoire annoncée, sans imaginer un seul instant que 24 heures plus tard, cette même expression se murait en une stupeur glaciale. Enfin, lâcha-t-elle en voyant apparaître l'alerte sur son téléphone, alors qu'elle se trouvait en pleine réunion stratégique entourée de Jordan Bardella et des cadres du mouvement. Et lorsque la notification de BFM TV retentit annonçant que Lecornu remettait sa démission à Emmanuel Macron, la dirigeante de l'extrême droite ne chercha même pas à dissimuler son enthousiasme. « C'est le commencement de la fin pour Macron », lança-t-elle aussitôt à ses collaborateurs avec une assurance presque jubilatoire, avant d'enfoncer le clou en affirmant que Lecornu constituait le dernier pilier d'un quinquennat à bout de souffle et que, privé de ce soutien, l'Élysée risquait désormais de sombrer dans un désordre total. Elle n'avait pas tort dans son diagnostic. Depuis sa nomination 18 mois plus tôt, Lecornu avait réussi l'impossible: stabiliser un pays en crise, restaurer l'autorité gouvernementale et maintenir Macron à flot, malgré une popularité en berne. Sa démission soudaine laissait un vide béant au sommet de l'État. Les raisons officielles de cette démission demeuraient floues. Le communiqué de Matignon évoquait des divergences profondes sur la politique économique et des désaccords irréconciliables concernant l'orientation européenne de la France. Mais dans les couloirs du pouvoir, chacun savait que la véritable cause était d'ordre plus personnel. Lecornu en avait assez de servir de fusible à un président qui accumulait les erreurs. La goutte d'eau qui avait fait déborder le vase fut la dernière décision de Macron concernant les retraites. Contre l'avis de son Premier ministre, le président avait imposé une réforme brutale relançant les grèves et divisant le pays. Lecornu avait perdu la face et décidé qu'il était temps de partir. « Macron m'a poignardé dans le dos une fois de trop », confia-t-il à ses proches collaborateurs en vidant son bureau. « Je ne serai plus jamais son alibi démocratique. » Cette démission constituait un véritable coup de tonnerre pour l'Élysée. Macron perdait non seulement son Premier ministre le plus efficace, mais aussi sa seule chance de terminer honorablement son mandat. Sans Lecornu, il se retrouvait seul face à une opposition déchaînée et à une opinion publique hostile. Dans son bureau de l'Élysée, Macron était effondré. « Comment a-t-il pu me faire cela ?» répétait-il à ses conseillers. Nous étions une équipe, nous avions réussi ensemble à redresser le pays, mais Lecornu était parti emportant avec lui la crédibilité gouvernementale et laissant Macron dans une situation politique désespérée. C'est dans ce contexte que Marine Le Pen voyait s'ouvrir une autoroute vers l'Élysée. Elle convoqua immédiatement une conférence de presse pour 20 heures histoire d'enfoncer le clou pendant que le fer était encore chaud. La démission de M. Lecornu confirme ce que nous disons depuis des années, déclara-t-elle face aux caméras rayonnantes. Emmanuel Macron est un président faible, incapable de gouverner, incapable de garder ses équipes. La France mérite mieux que cette instabilité permanente. Elle poursuivit son attaque avec la précision d'un chirurgien. Sébastien Lecornu était le seul à maintenir une façade de compétence dans ce gouvernement en déroute. Son départ révèle la vacuité totale de la politique macronienne. Il est temps que les Français reprennent leur destin en main. L'effet médiatique était immédiat. Tous les plateaux télé invitaient Marine Le Pen pour commenter cette crise majeure du quinquennat. Elle enchaînait les interviews savourant chaque minute de cette victoire politique qu'elle attendait depuis des années. « C'est notre moment », disait-elle à Jordan Bardella entre deux plateaux. « Macron est fini et nous allons pouvoir proposer notre alternative à la France. » Les sondages du lendemain lui donnaient déjà raison. L'intention de vote pour le Rassemblement national bondissait de 3 points, tandis que celle d'Emmanuel Macron s'effondrait. La démission de Lecornu apparaissait comme le signal d'un naufrage présidentiel. Sur les réseaux sociaux, les militants RN jubilaient. Les hashtags #Macron fini et #Lecornu démission étaient en tendance. Marine Le Pen relayait avec délectation tous les commentaires favorables,
construisant méthodiquement sa campagne sur les décombres du macronisme. Enfin, les Français vont pouvoir choisir entre le chaos macroniste et l'ordre républicain que nous représentons, tweetait-elle, obtenant des milliers de partages en quelques minutes. Pendant ce temps, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, l'opposition de gauche ne savait pas vraiment comment réagir. Jean-Luc Mélenchon se réjouissait également de la chute de Lecornu, mais il voyait d'un mauvais œil la récupération politique de Marine Le Pen. Attention, prévenait-il ses députés, la démission de Lecornu, c'est aussi une opportunité pour l'extrême droite. Il ne faut pas laisser Le Pen monopoliser cette crise. Mais force était de constater que Marine Le Pen avait pris une longueur d'avance dans l'exploitation politique de cet événement. Elle était omniprésente, donnait le ton, imposait sa lecture des faits. Pour la première fois depuis longtemps, elle apparaissait comme la véritable alternative à Macron. À l'Élysée, c'était la panique totale. Les conseillers de Macron se succédaient dans le bureau présidentiel pour tenter de limiter les dégâts, mais sans Premier ministre, le pouvoir exécutif était paralysé. « Il faut nommer quelqu'un immédiatement », pressa Alexis Kohler. « Chaque heure qui passe renforce Le Pen. »« Mais qui ?» répondait Macron désemparé. « Lecornu est irremplaçable. Personne n'a sa stature, son expérience, sa crédibilité. » C'était effectivement le problème. Lecornu avait passé 18 mois à se construire une image d'homme d'État respectable au-dessus des partis. Sa démission laissait un vide que personne ne semblait pouvoir combler immédiatement. Les noms circulaient Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Elisabeth Borne, mais aucun ne faisait l'unanimité, aucun n'avait l'autorité nécessaire pour succéder à Lecornu. Macron était face à un casse-tête impossible. Le soir de la démission, Marine Le Pen s'endormit avec le sentiment d'avoir remporté une victoire décisive. Pour la première fois depuis 2017, elle se voyait réellement gagner la prochaine présidentielle. Lecornu avait été son principal obstacle, l'homme qui empêchait l'effondrement total du macronisme. Avec son départ, la voie était libre. « Demain, nous allons annoncer notre programme de gouvernement », dit-elle à son entourage. « Il faut montrer que nous sommes prêts à diriger la France. » Mais ce qu'elle ignorait, c'est que dans le même temps, Lecornu menait des discussions secrètes avec plusieurs personnalités politiques. Sa démission n'était peut-être pas aussi définitive qu'il y paraissait. Le lendemain matin, 16 mars, Marine Le Pen se réveillait confiante. Elle avait prévu une journée chargée petit déjeuner avec la presse, réunion avec les députés RN puis grande meeting à Marseille pour lancer la reconquête de la France. Vers 10 heures, elle donnait une interview à RTL où elle enfonçait le clou. La démission de Lecornu prouve que même les hommes les plus compétents ne peuvent rien faire avec Emmanuel Macron. Il est temps de tourner la page de ce quinquennat catastrophique. L'animateur lui demandait si elle était prête à gouverner. « Bien sûr », répondait-elle avec assurance. « Nous avons les équipes, nous avons le programme, nous avons la légitimité. Les Français n'attendent que nous. » C'est à ce moment-là que son téléphone vibra. Un message de Jordan Bardella allume BFM urgent. Marine Le Pen demanda à son attaché de presse d'allumer la télévision dans le studio RTL. Ce qu'elle vit la figea d'horreur. Un bandeau d'informations en continu annonçait Sébastien Lecornu de retour à Matignon. Le Premier ministre retire sa démission. « C'est impossible !» balbutia-t-elle, perdant momentanément sa contenance à l'antenne. L'animateur, lui aussi surpris, tentait de comprendre « Madame Le Pen, que pensez-vous de cette information ?» Lecornu était de retour plus fort que jamais, ayant démontré à tous qu'il était irremplaçable. Ce qui s'était passé dans ces 24 heures cruciales était digne d'un thriller politique. Dès l'annonce de sa démission, Lecornu avait reçu des centaines d'appels de Macron, mais aussi de tous les secteurs de la société française, patrons syndicalistes, intellectuels, artistes sportifs. « Ne partez pas », suppliait le leader de la CFDT. « Vous êtes le seul à maintenir le dialogue social. La France a besoin de vous », insistait le patron du MEDEF. Même des personnalités de l'opposition modérée plaidaient « Votre départ profiterait aux extrêmes », lui disait François Bayrou. Mais ce qui avait vraiment fait basculer Lecornu, c'était l'appel de sa propre fille étudiante en sciences politiques. « Papa, tu ne peux pas laisser Marine Le Pen gagner à cause de ton orgueil ». Cette phrase l'avait profondément touché. Lecornu réalisait que sa démission motivée par des raisons personnelles légitimes pouvait avoir des conséquences dramatiques pour la démocratie française. Dans le même temps, les 24 heures sans Premier ministre avaient révélé l'ampleur du chaos qui menaçait les marchés financiers s'étaient effondrés.
L'euro avait chuté et surtout, Marine Le Pen avait montré qu'elle était prête à surfer sur la crise pour accéder au pouvoir. Je ne peux pas être responsable de cela, s'était dit le cornu en voyant les images de Marine Le Pen triomphantes sur tous les plateaux télé. Parallèlement, Emmanuel Macron avait passé la nuit à tenter de le convaincre non pas en tant que président autoritaire, mais en homme brisé reconnaissant ses erreurs. « Sébastien, j'ai été stupide sur les retraites », lui avait avoué Macron lors d'un appel à 3 heures du matin. « Vous aviez raison, j'aurais dû vous écouter. Donnez-moi une dernière chance de réparer mes erreurs. » Cette humilité présidentielle inédite dans les rapports entre les deux hommes avait ébranlé le cornu. Pour la première fois, Macron reconnaissait ses torts et acceptait de lui donner une véritable autorité gouvernementale. « Si je reviens, avait négocié le cornu, c'est moi qui décide de la politique économique et sociale. Vous vous contentez du régalien et de l'international. » Accordé avait immédiatement accepté Macron, prêt à tout pour sauver son quinquennat. C'est ainsi qu'à 18h30, exactement 24 heures après sa démission, le cornu signait sa lettre de retrait de démission et reprenait ses fonctions à Matignon. L'effet sur Marine Le Pen fut dévastateur. Non seulement elle perdait l'opportunité de sa vie, mais en plus elle apparaissait comme celle qui s'était réjouie trop vite d'un chaos qui n'avait finalement pas eu lieu. C'était un coup monté, rageait-elle en privé. Le cornu et Emmanuel Macron ont orchestré cette mascarade pour nous ridiculiser. Mais personne ne croyait à cette théorie du complot. La détresse de Macron pendant ces 24 heures avait été trop visible, trop authentique, et le retour de Le Cornu s'expliquait simplement par le sens des responsabilités d'un homme d'État face à la menace extrémiste. Sur les plateaux télé du soir, Marine Le Pen tentait de limiter les dégâts. Le retour de Le Cornu ne change rien au fond du problème. Macron reste un président faible et incapable. Mais son argumentaire sonnait creux. En 24 heures, elle était passée du statut de future présidente à celui de politicienne ayant vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Les sondages du lendemain confirmaient son naufrage. Le Rassemblement national perdait 4 points, effaçant tous les gains de la veille, et même davantage. Les Français avaient vu Marine Le Pen se réjouir de la crise et cela ne leur avait pas plu. Elle a montré son vrai visage, commentait un sondeur, celui d'une politicienne prête à profiter du malheur du pays pour accéder au pouvoir. Le retour de Le Cornu était perçu, lui, comme un geste de patriotisme et de maturité politique. Sa cote de popularité explosait 70% d'opinion favorable du jamais vu pour un premier ministre. Le Cornu incarne la responsabilité face au populisme, analysait un éditorialiste du Monde. Son retour sauve la démocratie française. Dans les jours qui suivirent, Marine Le Pen tentait de se rattraper en attaquant sur d'autres sujets, mais le mal était fait. Son moment de triomphe prématuré était devenu un moment d'humiliation politique. Elle a cru que c'était gagné, se moquaient même ses propres alliés européens. Matteo Salvini lui faisait remarquer en privé « Marine, il ne faut jamais crier victoire avant la fin du match ». 3 semaines plus tard, lors d'un sondage présidentiel, Marine Le Pen stagnait tandis que Le Cornu apparaissait désormais comme un candidat crédible pour 2027. Ces 24 heures de démission avaient paradoxalement renforcé sa stature d'homme d'État indispensable. « J'ai appris une leçon », confiait Le Cornu à ses proches. « Parfois, il faut partir pour mieux revenir et surtout, il ne faut jamais sous-estimer l'instinct de survie démocratique des Français. » Marine Le Pen, elle avait appris une leçon plus amère en politique, rien n'est jamais gagné tant que ce n'est pas officiel et surtout se réjouir du malheur des autres peut se retourner contre soi. Les 24 heures les plus courtes de l'histoire politique française avaient redistribué toutes les cartes. Le Cornu était devenu plus indispensable que jamais, Macron avait appris l'humilité et Marine Le Pen avait découvert que l'arrogance politique se payait parfois très cher. Cette séquence resterait dans les annales comme l'exemple parfait de ce qu'il ne faut jamais faire en politique, compter ses victoires avant qu'elles soient acquises. Marine Le Pen l'avait appris à ses dépens face à un Le Cornu qui maîtrisait décidément l'art du timing politique mieux que quiconque. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Les conséquences de ces 24 heures dramatiques allaient se faire sentir pendant des mois dans la politique française. Marine Le Pen, humiliée par ce retournement spectaculaire, décida de prendre sa revanche par tous les moyens. Dès le lendemain du retour de Le Cornu, elle convoqua une réunion d'urgence au siège du Rassemblement national. « Nous ne pouvons pas laisser passer cela », martelait-elle devant ses lieutenants. « Le Cornu nous a ridiculisés, mais nous allons montrer que son retour ne changera rien au problème. » Jordan Bardella, encore sous le choc de ce retournement, tentait de relativiser,
Marine, peut-être que nous avons été trop vite en besogne. L'important, c'est de rester crédible. Crédible, explosa-t-elle. Nous étions crédibles hier soir quand tout le monde nous voyait déjà gouverner. C'est Lecornu qui n'est pas crédible avec ses allers-retours de Premier ministre. En l'espace de 24 heures, Marine Le Pen était passée de l'extase de la victoire annoncée à l'humiliation de la défaite. Pire encore, les réseaux sociaux se déchaînent contre elle, la traitant de hyène politique et de vautour qui attend que la France aille mal. « C'est injuste », se plaignait-elle à ses conseillers. « Nous ne faisons que notre travail d'opposition. Si Lecornu démissionne, nous avons le droit de le critiquer. » Mais l'opinion publique ne l'entendait pas de cette oreille. Un sondage Harris Interactive publié 3 jours après l'épisode montrait que 67% des Français trouvaient indécente la joie affichée par Marine Le Pen lors de la démission de Lecornu. Les Français n'aiment pas ceux qui se réjouissent des difficultés du pays, analysait le sondeur. Marine Le Pen a donné l'impression de passer avant l'intérêt national. Cette image négative collait désormais à la peau de la leader du RN. Ses conseillers en communication tentaient de limiter les dégâts en organisant des déplacements positifs, visites d'hôpitaux, rencontres avec des agriculteurs, participation à des événements caritatifs, mais rien n'y faisait. Elle a perdu sa crédibilité d'alternative sérieuse, constatait amèrement un cadre du RN. Les gens se souviennent de son sourire quand Lecornu est parti. Pendant ce temps, Lecornu consolidait sa position. Son retour à Matignon était perçu comme un acte de patriotisme qui lui valait un respect transpartisan. Même certains opposants de gauche reconnaissaient ses qualités. Lecornu a montré qu'il était un homme d'État, déclarait François Ruffin, pourtant critique habituel du gouvernement. Il a su dépasser ses considérations personnelles pour servir l'intérêt général. Cette reconnaissance de la gauche achevait de déstabiliser Marine Le Pen. Comment attaquer un premier ministre que même l'extrême gauche respectait? Ses arguments traditionnels perdaient de leur force face à un adversaire auréolé de cette nouvelle légitimité. C'est un coup de génie politique, admettait en privé un stratège du RN. En démissionnant puis en revenant, Lecornu s'est transformé en héros national. Nous ne pouvons plus l'attaquer frontalement. L'entourage de Marine Le Pen cherchait désespérément une parade. Certains suggéraient d'attaquer Emmanuel Macron plutôt que Lecornu. D'autres proposaient de changer complètement de stratégie en se concentrant sur les sujets régaliens. « Il faut que nous trouvions un angle d'attaque », insistait Louis Alliot, maire de Perpignan et compagnon de Marine. « Sinon, nous allons être marginalisés. » Mais Marine Le Pen restait obsédée par Lecornu. « C'est lui l'obstacle principal », répétait-elle. Tant qu'il sera là, nous ne pourrons pas percer. Cette fixation sur le Premier ministre commençait à inquiéter ses propres troupes. Marine devient paranoïaque, confiait un député RN à un journaliste. Elle voit Lecornu partout. Elle ne parle plus que de lui. De fait, Marine Le Pen multipliait les attaques personnelles contre le Premier ministre, tentant de trouver la faille qui lui permettrait de reprendre l'initiative. Elle critiquait ses décisions, ses voyages, ses prises de position, parfois de manière contradictoire. Elle s'épuise dans une guerre personnelle, observait un politologue. Au lieu de proposer une alternative, elle se contente de dénigrer Lecornu. Cette stratégie s'avérait contre-productive. Plus Marine Le Pen attaquait Lecornu, plus celui-ci apparaissait comme une victime du sectarisme politique. Ses sondages continuaient de grimper tandis que ceux du RN stagnaient. Marine a perdu son instinct politique, s'inquiétait Gilberte Collard, ancien allié devenu critique. Elle ne comprend pas que ses attaques renforcent Lecornu. La situation devint encore plus embarrassante lors du déplacement de Marine Le Pen en Normandie 3 semaines après l'épisode de la démission. Interrogée par un journaliste local sur ses déclarations de joie, elle tenta de se justifier maladroitement. « J'étais contente que les masques tombent », déclara-t-elle. « Lecornu avait montré que Macron était ingouvernable. Mais vous avez dit enfin quand vous avez appris sa démission », insista le journaliste. « J'ai dit enfin parce que je pensais que les Français allaient enfin comprendre », se défendit-elle piteusement. Cette explication laborieuse fut largement moquée sur les réseaux sociaux. Les internautes créèrent le hashtag #EnfinMarine pour se moquer de ses tentatives de justification a posteriori. « Elle s'enfonce », constatait un chroniqueur politique. « Plus elle explique, moins c'est crédible. » L'humiliation était d'autant plus grande que Lecornu lui restait d'une discrétion exemplaire sur cet épisode. Interrogé sur les réactions de Marine Le Pen à sa démission, il se contentait de réponses diplomatiques. «
Je ne commande pas les déclarations de l'opposition, disait-il simplement. Mon travail, c'est de gouverner pour tous les Français. Cette élégance contrastait avec l'acharnement de Marine Le Pen et renforçait encore l'image positive du Premier ministre. L'écornu à la classe, Le Pen à la hargne, résumait un éditorialiste. La frustration de Marine Le Pen atteignit son paroxysme lors du débat budgétaire à l'Assemblée nationale. Face à Lecornu qui présentait le projet de loi de finances, elle tenta une attaque frontale sur sa comédie de démission. « Monsieur le Premier ministre, lança-t-elle, vous nous avez fait une belle mise en scène avec votre démission bidon. Était-ce pour faire du chantage au président ?» Lecornu resta imperturbable. « Madame Le Pen, je comprends votre amertume. Vous pensiez pouvoir profiter d'une crise et vous avez été déçue. Mais heureusement, la France a d'autres priorités que vos calculs politiques. » La réplique fit mouche. L'hémicycle éclata en applaudissements, y compris sur certains bancs de l'opposition modérée. Marine Le Pen, rouge de colère, ne sut que répondre. « Elle s'est fait atomiser », commenta un député LR. Lecornu l'a remise à sa place avec élégance. Cette séquence diffusée en boucle sur les chaînes d'information acheva de ternir l'image de Marine Le Pen. Elle apparaissait comme une politicienne aigrie, incapable d'encaisser une défaite. Dans les sondages qui suivirent, l'écart se creusait encore. Lecornu atteignait 74% d'opinion favorable, un record pour un Premier ministre en exercice. Marine Le Pen, elle tombait à 32%, son plus bas niveau depuis 2010. « C'est une catastrophe », admettait Jordan Bardella lors d'une réunion interne. « Notre stratégie anti-Lecornu ne fonctionne pas, il faut changer d'approche. » Mais Marine Le Pen s'entêtait. Lecornu finira par tomber, il suffit d'attendre la prochaine crise. Cette obstination inquiétait de ses proches. Marine est devenue obsessionnelle, confiait un cadre historique du parti. Elle ne voit plus la réalité. En face, la réalité, c'était que Lecornu avait réussi un coup de maître politique. En démissionnant puis en revenant, il avait non seulement humilié Marine Le Pen, mais aussi démontré son caractère indispensable. Il était devenu l'homme providentiel que les Français appelaient de leur vœu. Lecornu incarne tout ce que Marine Le Pen n'est pas. Analysait un sociologue politique, le sens des responsabilités contre l'opportunisme, la mesure contre l'extrémisme, l'unité contre la division. 6 mois après l'épisode de la démission, le paysage politique français était totalement transformé. Lecornu dominait les sondages de popularité et apparaissait comme le favori naturel pour 2027. Marine Le Pen, elle tentait péniblement de reconstruire son image. « J'ai sous-estimé Lecornu », finit-elle par admettre en petit comité. « Il m'a joué un tour de maître. » Cette reconnaissance tardive de la supériorité tactique de son adversaire marquait la fin d'une époque. Marine Le Pen, qui avait cru tenir sa revanche après des années d'attente, découvrait amèrement que la politique était un art plus subtil que prévu. Elle a appris à ses dépens qu'en politique, l'arrogance se paye toujours, concluait un historien spécialiste de l'extrême droite. Lecornu lui a donné une leçon magistrale de patience et de timing. L'histoire de ces 24 heures resterait longtemps dans les mémoires comme l'exemple parfait d'un retournement politique spectaculaire. Marine Le Pen y avait perdu bien plus qu'une bataille. Elle y avait perdu sa crédibilité d'alternative gouvernementale. Lecornu lui en était sorti grandi, confirmant qu'il était devenu l'homme fort de la politique française. Son pari audacieux avait payé au-delà de toutes ses espérances, reléguant Marine Le Pen au rang de faire-valoir de son succès. La morale de cette histoire était claire en politique, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Marine Le Pen l'avait appris à ses dépens face à un Lecornu qui maîtrisait l'art du coup politique mieux que quiconque. Un an après cet épisode, désormais entré dans la légende politique française, les conséquences continuaient de se faire sentir. Marine Le Pen n'avait jamais vraiment retrouvé sa superbe d'avant cette humiliation. Lors de ses meetings, elle évitait soigneusement de mentionner cette période, mais les journalistes ne manquaient jamais de lui rappeler ses déclarations prématurées. C'est devenu son talon d'Achille, observait un spécialiste de l'extrême droite. Chaque fois qu'elle attaque le gouvernement, on lui ressort ses 24 heures de joie mal placées. L'épisode était même devenu un cas d'école dans les universités de sciences politiques, notamment à Sciences Po Paris. Le professeur Pascal Perrineau consacrait un cours entier à « L'erreur stratégique Marine Le Pen mars 2026 ». Cet épisode illustre parfaitement comment l'impatience politique peut détruire des années de construction, expliquait-il à ses étudiants.
Marine Le Pen avait passé une décennie à se normaliser, à gommer son image extrémiste. En 24 heures, elle a tout perdu. Les étudiants prenaient des notes frénétiquement. Cette séquence était déjà devenue un classique des manuels de stratégie politique au même titre que l'affaire du Watergate. Le cas Lecornu-Le Pen montre aussi l'importance du timing en politique, poursuivait le professeur. Lecornu a su transformer sa faiblesse momentanée en force durable. C'est de la haute voltige politique. Dans les écoles de journalisme, on étudiait également cette séquence sous l'angle de la couverture médiatique. Les chaînes d'information ont joué un rôle crucial, analysait une professeure de l'EESG Lille. En diffusant en boucle les images de joie de Le Pen puis son expression de stupeur, elles ont créé un récit visuel saisissant. Les journalistes politiques, eux, se souvenaient de ces 24 heures comme d'un moment exceptionnel de leur carrière. J'ai rarement vu un retournement aussi spectaculaire, témoignait Apolline de Malherbe, qui avait interviewé Marine Le Pen le matin du retour de Lecornu. Son visage, quand elle a appris la nouvelle en direct, c'était du grand spectacle politique, mais aussi très humain. On voyait une femme qui réalisait que son rêve s'effondrait. Cette dimension humaine de l'épisode avait marqué les esprits. Au-delà de l'affrontement politique, on avait assisté à un drame personnel en direct. Marine Le Pen avait touché le sommet de l'espoir avant de chuter brutalement. Elle a vécu en 24 heures toutes les émotions d'une campagne présidentielle, commentait un biographe politique, l'euphorie, l'espoir, la confiance, puis la stupeur, la colère, et finalement l'amertume. Cette charge émotionnelle avait probablement contribué à l'impact durable de l'épisode. Les Français avaient vu Marine Le Pen dans tous ses états, révélant une personnalité plus complexe que son image publique habituelle. Paradoxalement, cet épisode l'a humanisée, notait une sociologue, mais pas dans le bon sens. Elle est apparue comme quelqu'un de calculateur prêt à se réjouir du malheur des autres. L'entourage de Marine Le Pen avait mis du temps à digérer cette séquence. Certains conseillers avaient de même quitté son équipe, estimant que sa réaction avait été indigne d'une future présidente. Elle a montré qu'elle n'avait pas l'étoffe présidentielle, confiait un ancien cadre du RN. Un vrai chef d'État ne se réjouit pas des crises, il les résout. Cette critique interne avait fragilisé Marine Le Pen au sein de son propre parti. Jordan Bardella, son dauphin présumé, avait pris ses distances, se montrant plus mesuré dans ses déclarations publiques. Jordan a compris la leçon, observait un proche du parti. Il ne commet pas les mêmes erreurs que Marine, il reste dans la retenue même quand l'actualité pourrait lui donner raison. Cette évolution générationnelle au sein du RN était l'une des conséquences indirectes de l'épisode Le Pen-Lecornu. La nouvelle garde apprenait de l'erreur de l'ancienne, adoptant un style plus présidentiel. L'humiliation de Marine Le Pen profite finalement au parti, analysait un politologue spécialiste de l'extrême droite. Elle force le RN à mûrir, à adopter des codes plus institutionnels. Du côté de Lecornu, ce coup de maître politique avait consolidé sa position comme jamais. Un an après, il était devenu l'homme politique le plus respecté de France, toutes tendances confondues. Lecornu a gagné en stature, reconnaissait même Jean-Luc Mélenchon, pourtant opposant farouche au gouvernement. Il a montré qu'il savait prendre des décisions difficiles pour l'intérêt général. Cette reconnaissance de la gauche radicale était révélatrice. Lecornu avait réussi à transcender les clivages partisans, devenant une figure consensuelle rare dans le paysage politique français. Il incarne une certaine idée de l'homme d'État, expliquait François Bayrou. Au-dessus des partis soucieux de l'intérêt national. C'est ce que cherchent les Français. Les sondages confirmaient cette popularité exceptionnelle. Lecornu dominait tous les tests électoraux pour 2027, devançant largement tous ses concurrents potentiels, y compris Marine Le Pen qui stagnait. Son avance semble insurmontable, admettait un stratège de l'opposition. L'épisode de mars 2026 l'a transformé en homme providentiel. Cette aura présidentielle inquiétait même certains dans le camp macroniste. Lecornu éclipse complètement Emmanuel Macron, s'inquiétait un député Renaissance. Il devient plus populaire que le président lui-même. Effectivement, les sondages montraient un écart croissant entre les deux hommes. Macron stagnait autour de 35% d'opinion favorable, tandis que Lecornu culminait à 76%, soit un écart de 40, et un point entre un président et son premier ministre du jamais vu sous la Ve République.
Le Cornu a réussi ce que peu d'hommes politiques parviennent à faire. Commentait l'historien Michel Winnock, transformer une crise personnelle en triomphe politique durable. Cette transformation était d'autant plus remarquable qu'elle s'était opérée en seulement 24 heures, un timing parfait qui avait révélé le génie politique de Le Cornu. Il a compris intuitivement que sa démission ferait réagir, expliquait un de ses proches conseillers, mais il n'avait pas prévu l'ampleur de la mobilisation en sa faveur. Cette mobilisation spontanée de la société civile avait été décisive, syndicalistes, patrons intellectuels, artistes. Tous avaient appelé Les Cornus à revenir, une unanimité rare qui avait légitimé son retour. C'était un plébiscite en faveur de Les Cornus, résumait un éditorialiste. La France entière lui demandait de rester. Comment refuser un tel appel? Marine Le Pen, elle avait assisté impuissante à cette mobilisation. En 24 heures, elle avait vu le pays se rassembler autour de son principal adversaire politique. C'était son cauchemar absolu, témoignait un journaliste qui l'avait suivi pendant cette période. Voir la France s'unir derrière Le Cornu alors qu'elle-même divisait depuis des années. Cette unité nationale autour de Le Cornu était probablement ce qui avait le plus marqué les esprits. Dans une France fracturée polarisée, il avait réussi à créer un consensus rare. Le Cornu représente ce que la France a de meilleur, philosophait l'académicien Alain Finkielkraut, le sens du devoir, l'amour du pays, le dépassement des clivages. 2 ans après l'épisode, alors que l'élection présidentielle de 2027 approchait, Le Cornu apparaissait comme le favori naturel. Son parcours depuis sa démission-retour avait été exemplaire, réforme réussie, crise gérée avec maestria, popularité maintenue. Il a tous les atouts pour gagner, reconnaissait même Marine Le Pen dans un moment de lucidité. Mon erreur de mars 2026 lui a offert la présidence sur un plateau. Cette reconnaissance tardive de la supériorité de son adversaire marquait la fin d'un cycle. Marine Le Pen acceptait enfin que sa réaction prématurée avait changé le cours de l'histoire politique française. Elle a compris qu'elle avait gâché sa dernière chance, observait un politologue. Ces 24 heures resteront comme